record, ça irait peut-être mieux. Fait que l'émission est enregistrée et elle sera diffusée plus tard sur YouTube, sur le canal YouTube des Jeudis de la photographie. Comme vous voyez, tout le monde, quand vous rentrez, les participants, vous êtes tous mutés, mais si vous avez une question à poser, n'hésitez pas là, à vous démuter puis pour pouvoir poser les questions. Puis aussi, pendant l'émission, il va y avoir un petit sondage, comme d'habitude, rigolo, où je vais poser quelques questions. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Monsieur Daniel Miller, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va bien. Oui. Ouais, en forme, il fait chaud. François, je suis bien content que ce soit toi qui prépare tous les éléments techniques parce que je pense que c'est meilleur comme ça. Merci. J'admire le courage des gens qui sont là ce soir avec la chaleur qu'on a, avec la belle température, avec tout ça. On a-tu envie de parler photo ou on a envie d'aller en faire? Ou peut-être, mais des fois, c'est entre les deux. Hein. Parfois, il y a la terrasse aussi qui appelle. Ouais. Mais il y a un truc, c'est qu'ici, on n'est pas confinés, on est tous ensemble, on est tous collés l'un contre l'autre. Malgré la distance, parce qu'il y a quand même de la distance un peu, là, surtout que notre invité de ce soir est quand même à une bonne distance de Montréal. Remarque toi aussi, François, compte tenu que tu es dans le coin de Sutton, non? Oui, bien, la distance n'a pas d'importance. Voilà. Non. Denis, as-tu des belles choses à nous parler cette semaine, des trucs à nous parler? Là, tu viens de dire Denis, François. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi, Denis. Okay. Regarde, là, j'ai comme 3 écrans devant moi. Oui, mais c'est pour ça que je te disais, François, je suis bien content que ce soit toi qui s'occupe de ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, un petit aujourd'hui, là, j'ai pas pu. J'ai toujours un œil sur quelques livres que je peux avoir en bibliothèque. Parce que je trouve ça intéressant, c'est une belle façon de regarder des images, des photographies, puis ça me ramène bien souvent un peu à toutes les influences qu'on vit en photographie. Fait que j'ai 2 livres et 2 tout petits livres, vraiment tout petits, cette semaine à vous suggérer. J'ai vérifié, les 2 livres, on est capable d'avoir ça à la BANQ encore. On peut souvent les commander. C'est pas le bon, François, tu t'es trompé, ça c'est pour la semaine prochaine, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Lequel tu veux? Vous avez déjà une idée des livres qui s'en viennent, je pense. Le premier, c'est un petit livre de la série Photopoche. Merci, bouge plus. Excuse-moi. La série Photopoche, une collection de livres que j'apprécie depuis de nombreuses années. Ce sont de tout petits ouvrages qui nous permettent de porter un regard sur le travail de différents photographes. La majorité du temps, Photopoche ont fait le choix de présenter des photographes individuellement en fonction de tout leur travail. J'aime ça comme nom, Photopoche. Ben, c'est que le livre, c'est un livre de poche. Hein? Donc, et puis, mais la qualité d'impression est réellement là. Puis j'ai des trucs là, que je possède depuis des années comme ça. Et il y a quelques années, des amis m'ont offert ce petit livre-là qui s'appelle L'un par l'autre. Puis c'est un livre qui a été publié en 2013 ou quelque chose comme ça. C'est relativement récent. L'un par l'autre, ce sont des portraits de photographes qui ont été faits par d'autres photographes. Et l'approche photographique est clairement une approche très près de l'humanisme. Alors, on retrouve des gens qui sont comme, bon, c'est sûr, bon, Martin Frank, Henri Cartier-Bresson, qu'on voit d'ailleurs là sur la pochette couverture. Quelques images aussi là, que Martin Frank aussi a fait dans ce livre-là. Alors, les photographes reviennent de temps en temps. On voit Guy Lequerec qui est là. On voit Strand, bien sûr, qui est grand photographe que moi j'admire et qui a fait un travail exceptionnel, toujours à la chambre. Et puis, d'ailleurs, les images les plus impressionnantes, je pense qu'on peut avoir de la Gaspésie, ont été faites par lui. Il y a des choses vraiment particulières comme ça. Alors, l'un par l'autre, un tout petit livre chez Photopoche, intéressant
peut-être emprunter, mais moi, j'ai envie de vous dire à acheter, réellement. D'ailleurs, cette photographie-là, je me rappelle, je l'avais vue dans un autre livre de Martine Frank, où Henri Cartier-Bresson, parce que c'est un portrait d'Henri Cartier-Bresson que Martine Frank a fait, puis Bresson lui avait demandé OK, mais qu'est-ce que tu aimerais pour ton anniversaire, Martine? Puis elle lui avait répondu j'aimerais faire ton portrait. Et c'est cette photographie-là exceptionnelle, je considère que ça a donné, de Cartier-Bresson, qui lui-même est en train, au dessin, de faire un autoportrait, de faire son autoportrait en utilisant un miroir. C'est un des deux livres que je présentais cette semaine. L'autre livre, un livre que j'ai lu il y a de très nombreuses années, une première fois en anglais, une seconde fois en français, parce qu'en anglais, c'est quand même du boulot. En français aussi, d'ailleurs, mais c'est très particulier, publié pour une première fois en 1973 par Susan Sontag, qui est sur la photographie ou on photography en anglais, excusez l'accent, et qui apporte une réflexion vraiment intéressante sur ce qui était le geste photographique comme tel à ce moment-là, avec toutes les nuances que ça pouvait avoir, avec tous les comparatifs avec les beaux-arts, la peinture et tout ça. C'est un livre à lire qui est peut-être pas une lecture de chevet comme telle, compte tenu qu'elle peut être parfois un peu ardue, mais d'une grande intelligence, comme on connaît Susan Sontag de toute façon, là, qui était une essayiste hors pair tant que moi. Alors, ce sont les deux livres proposés. Je vous dis tout de suite, dans On Photography, il n'y a pas de photo. Oui, c'est un livre qui est un peu, c'est un livre qui est un peu ardu à lire des fois, mais je pense que c'est essentiel. Ben, c'est un livre qui nous amène à comprendre un peu le geste photographique, effectivement. Fait que la photographie qu'on vient juste de voir, c'était une image réalisée par Annie Leibovitch, là, un portrait de Susan Sontag en 1979. Absolument. Alors, voilà pour le petit côté littéraire de la semaine. OK. Ben moi, je vais y aller avec mes petites suggestions de la semaine. Puis, comme la plupart des gens sont confinés et ils sont devant Netflix souvent, moi, il y a 3 documentaires sur la photographie que j'ai regardés sur Netflix et que j'ai trouvé très intéressants. Le premier, Harry Benson, photographe qui a photographié les Beatles, des Beatles à Donald Trump, toutes les célébrités. Fait que c'est assez intéressant là, comme reportage, puis voir ses photos, puis tout ça. Fait que ça, c'est le premier documentaire que je vous propose sur Netflix. Le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est Mike Rock, c'est Shoot. Mike Rock est probablement le plus grand photographe de musique rock qui n'a pas existé. Écoute, David Bowie, Queen, nomme-les, là, il les a toutes faites. Puis aussi, tous les excès dans le temps, les histoires, tout ça. C'est un documentaire un petit peu weirdo, mais assez intéressant à regarder. Où est-ce qu'on peut voir ces documentaires-là, François? C'est sur Netflix. Sur Netflix, OK. Ouais, ça, c'est 3 documentaires sur Netflix. Là. Fait que si vous êtes abonné à Netflix, là, puis vous cherchez ces documentaires-là, là, vous allez les trouver. Ils sont très bons. Puis, troisième documentaire aussi, c'est Chris Andrus, qui est un photojournaliste. Alors, là, on le voit, comment il fait ses photos de photojournalisme en pleine action, tout ça. Fait que c'est assez intéressant là, comme documentaire. Fait que, c'est ce que je propose, c'est sur Netflix. L'autre documentaire que je vous suggère qui n'a rien à voir avec la photo sur Netflix, c'est le documentaire sur Keith Richards. Les influences musicales de Keith Richards, il faut que vous voyez ça, c'est vraiment, vraiment bon. Voilà mes suggestions pour faire ça. Ça, c'est l'amoureux de la musique qui nous parle. Oui, ça, c'est le musicien là, qui parle. Là. Il y a d'autres trucs intéressants, là, mais quand on cherche sur Netflix, il y a des bons documentaires. Puis, tu peux-tu nous parler de notre invité de la semaine? Oui, Guy Lapointe, que je connais depuis peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, mais dont j'avais quand même entendu parler préalablement avant ça. Guy
basé, on pourrait dire, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, Guy, à Shawinigan. C'est quelqu'un qui pratique la photographie depuis de très, très, très nombreuses années. Je pense que Guy s'inscrit beaucoup dans toute l'approche humaniste de la photographie. Et puis, je me rappelle une exposition que j'ai vue de lui, c'était l'année dernière à Shawinigan, qui m'avait beaucoup impressionné, qui était tout un travail qu'il avait fait avec, sur les marchés aux puces. Alors, on l'a invité, on lui a dit, ben écoute, on aimerait ça savoir un peu, bien partager avec nous, parce qu'il y a quelque chose que je considère qui est fondamental dans son approche photographique. Alors, Guy Lapointe, bienvenue. Bien, bonjour. Salut François, puis salut Daniel, alias Denis. Oui. Et merci d'être là. Ça nous fait réellement plaisir. Ça fait plaisir d'y être. Guy, écoute, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es venu initialement à la photographie? Bien, là, ça fait, je suis rendu à 40 ans que la photographie m'accompagne. Ça a commencé dans mes années à l'université. Puis, je suis tombé là-dedans assez rapidement. Après, c'était de l'expérimentation, des différents projets. Puis, je me suis aperçu que, oui, la photographie nous apporte beaucoup. Et je pense qu'on peut aussi, en présentant des projets ou des choses comme ça, apporter parce que, en fait, moi, je me considère un peu comme un témoin de mon temps, puis j'aime bien témoigner, faire un témoignage de ce que l'on vit, puis de notre passage. Puis c'est comme ça que tu nous parles d'une quarantaine d'années. Ça veut dire que tu as connu bien sûr, toute la période argentique. C'est l'époque dans laquelle tu es rentré dedans. Je sais qu'aujourd'hui, tu travailles essentiellement aussi en numérique, mais c'est toujours la même photographie qu'on sent de ton travail. Oui, absolument. Je pense que le numérique, il y a peut-être 10 ans, là, le numérique avait peut-être un peu de difficulté à prendre sa place, mais pour ma part à moi, aujourd'hui, le numérique me satisfait pour la qualité des images puis la facilité de travailler. Mais j'ai travaillé autrefois bien gros avec en 35, 2,4, en 4,5 un peu. Mais mes appareils là, de prédilection, c'était le Rolleiflex, Horseman, ces choses-là. Tous des appareils que d'ailleurs j'ai conservés pendant toutes ces années. Ouais. OK, tu as un petit côté collectionneur ou un petit côté qui aime garder ces choses-là? Peut-être j'ai un côté qui accumule les choses, là, mais question de la photographie, j'ai tout mon équipement que j'ai changé régulièrement, je l'ai conservé. Et j'ai celui que mes grands-parents ont eu, que ma mère a eu, ces choses-là. Je pense que on peut voir aussi par l'évolution des appareils, l'évolution de la photographie. Ouais, tu disais, Guy, que tu étais un témoin de ton époque ou un témoin de ton temps. Ça veut dire que j'imagine, tu accordes une importance à l'aspect documentaire de la photographie. Et Oui. fatalement, tu accordes aussi une importance documentaire peut-être aux photographies que des gens avant toi ont fait. Oui, oh, absolument. On est quand même la somme de nos influences. Il y a beaucoup de gens qui des grands photographes qui m'ont influencé. Puis ça m'amène à porter un regard sur ce qui m'entoure et puis à essayer de faire parler mes images par des projets. Oui, tu nous dis qu'il y a plusieurs grands photographes qui t'ont influencé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, comme photographe de rue, dans ses débuts, Joel Meyerowitz, Gary Wangren, ce qu'on a devancé pour ce que tu vas présenter la semaine prochaine, Paul Strand, toute cette période-là aussi, c'est des gens qui sont très importants. Weston, ces grands photographes-là. Mais il y a beaucoup là, des noms m'échappent, là, mais Diane Arbus. Pour toutes des raisons différentes, ces photographes-là ont influencé la photographie et m'ont influencé par le fait même aussi. Oui.
c'est des gens qui sont... Il y a des images qui ont été faites, c'est de toute beauté. Et puis aujourd'hui, il y a aussi de très, très grands photographes là, qu'on gagne à découvrir. Est-ce que j'ai regardé un peu les images que tu as choisi de nous présenter ce soir, puis qui sont Là, je vois plus. en 5 albums, en 5 étapes dans les faits. Et puis, en commençant par les ruines, puis on sent qu'il y a une évolution dans ton travail. Alors, je propose qu'on les regarde un peu, puis que tu nous en parles, que tu nous parles de chacune de ces étapes-là. Oui. Comme tu disais tantôt, là, je suis de Shawinigan. Et puis, Shawinigan, c'est un important passé industriel au 20e siècle, là, par son hydroélectricité, les usines pétrochimiques, papetières, nommons-les, là, le textile, sont venus s'installer et puis la ville s'est faite autour de l'industrie. Puis dans les années 50, ça a été l'apogée, c'était son summum. Dans les années 70-80 ont commencé là, les fermetures massives d'usines. Puis ça a commencé à apparaître dans notre environnement industriel. Et puis, moi, dans les années 80, quand j'ai commencé à photographier, j'ai fait 2 projets sur justement les fermetures, bien, sur l'industrie et puis sur les impacts là, dans notre environnement de ces fermetures-là. Et puis, en 2018, j'ai amorcé un 3e volet sur l'industrie. Pour faire une histoire courte, c'est Abitibi-Bourgwater, qui est une papetière, a, au mois de novembre 2007, annoncé sa fermeture. Okay. Et puis là, c'est une compagnie qui a été mandatée pour s'occuper du démantèlement, du nettoyage, puis remettre le site là, à son origine. Et puis, pendant à peu près, je dirais, 8 ans, ils ont tous sorti ce qui était payant de faire. Puis là, quand ils étaient rendus au moment là, de vraiment nettoyer le site puis de le rendre à son origine, ce qui était qu'une dépense, ils ont sacré le camp. Fait que c'est devenu un no man's land et puis en ruine. Et puis, pourquoi j'ai décidé de faire ce projet-là? C'est parce que l'usine, Belco, c'est le dernier bastion d'exemple de l'industrie lourde de Shawinigan. Et puis, j'ai voulu comme un peu fermer la boucle en faisant ce projet-là. Il semble avoir il y a un intérêt, tu as un intérêt photographique, j'ai l'impression, mais il y a un intérêt social et économique aussi. Oui, absolument. Parce que puis quand quand je regarde ces images-là, moi, ça m'inspire 2 choses. Premièrement, c'est du respect pour tous les gens qui ont travaillé là. Puis moi, ma famille a gagné leur vie dans l'industrie. Grand-père, mon père, mes oncles, et même moi, j'ai travaillé dans l'industrie. Et puis l'autre sentiment, c'est la tristesse d'une époque qui se termine. Et vraiment, on est rendu ailleurs. Ce qui est vrai pour notre région, puis ce qui est vrai pour d'autres régions aussi. Considères-tu qu'il y a une certaine nostalgie dans ces photographies-là que tu as faites? Ben, moi, en tout cas, ça m'amène de la nostalgie d'une époque, parce que faut accepter là, que ça n'existera plus. Comme celle-ci, quand je faisais les images sur le site, mais il y a des graffiteurs que j'ai rencontrés et puis qu'eux autres ont décidé de faire des œuvres sur les murs de l'usine. Puis moi, ça m'amène beaucoup de respect envers ces gens-là parce que dans leur art, ils font une œuvre sur un mur qui est destiné à être démoli. C'est de l'art éphémère. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est quelque chose. Puis, comme qu'on voit, là, comment ça peut... comment le site était rendu, là, comme cette image-là. Si vous remarquez, en bas, à celle-ci, en bas, à droite, il y a un écriteau et qui est un endroit à risque. Oui. Je pense que oui, c'est un endroit à risque.
Oui, effectivement. Mais c'est intéressant, tu parles des gens qui font des Si on- graffitis comme ça, qui sont souvent vus comme étant un peu des vandales. Hein? On a souvent un Absolument. regard très péjoratif qui est porté sur les gens qui font des graffitis, alors que c'est pas fatalement ça, surtout dans ce contexte-là. Puis effectivement, c'est de l'art éphémère. Quand j'ai commencé le projet, je l'ai fait de 2018-2019. Quand j'ai commencé, les murs étaient vierges. C'était vraiment à l'état euh, intact. Et puis, là, il commençait à venir des gens de l'extérieur pour venir faire des graffitis. Puis, à quelque part, là, oui, c'était un environnement qui était triste, mais ça amenait comme de la vie, de la couleur. Ça a mis comme une beauté sur ces murs-là, à mon avis, à moi. C'est l'image qu'on voyait précédemment, puis celle-ci, euh, dans, quand l'entreprise qui était mandatée pour démanteler, les autres, il n'y avait plus rien de payant. Ils sont partis. Mais il restait encore des choses. Il fallait fouiller, il fallait. Fait que c'est une personne qui est dans une autre pièce, qui est avec son grinder en train de couper du métal pour récupérer puis aller vendre après. Et puis l'image qui suit, l'autre qu'on a vu tantôt, celle-ci, c'est lui, il ramasse tout le filage en boudin, puis il brûlait pour dégager la gaine pour récupérer le métal à l'intérieur des fils. Et ces gens-là qui faisaient ce travail-là, qui allaient chercher ça, c'est les gens qui le faisaient dans un but, bon, pécunier, là, Absolument, absolument. mais de leur propre chef. Oui, absolument. Puis il me disait que c'est, je ne sais pas à quelle échelle, mais que ça valait la peine d'aller faire ça. Puis j'en ai vu quand même plusieurs qui faisaient ça. Puis, tu sais, il fallait qu'il fouille, là, il fallait qu'il cherche. Puis dans les graffiteurs, là, j'en ai rencontré des gens qui ont un téléphone. Lui, on le voit là, dans le fond, il s'appelle Colfer Flav, son nom d'artiste. C'est un Français qui, lui, est venu séjourner au Québec juste quelques semaines. Puis lui, il se promène dans différents pays pour faire que ça, des fresques comme ça sur des murs. Et puis, quand on s'est rencontrés, c'est la semaine du décès de la chanteuse Aretha Franklin. Et puis, cette œuvre-là, c'est en hommage envers la chanteuse qui avait intitulé Queen of Soul. Ouais. Et puis, la dernière, c'est que je présente, c'est qu'en hommage à ces graffiteurs-là, j'ai fait une affiche comme ça avec un assemblage de différents graffitis à différents endroits sur le site. Ouais. Puis on sent que ce travail de graffiti-là qui a été fait dans les faits est un travail qui est recherché. Là. Ce sont des gens qui ont du talent qui arrivent. Oui. Parce que c'est entre le vrai graffiti, il y a le vrai graffiti puis il y a le barbeau sur les murs. Là. Oui, exact. Il y a des gens, à un moment donné, je rencontre un graffiteur qui, lui, me disait au même moment, il y avait un autre graffiteur qui était en train de travailler pas loin. Et puis, il me disait que l'autre personne, c'est une référence dans leur domaine. C'est tous des gens qui venaient de Montréal. Et puis, qui était une référence, là, il était content là, de travailler là, pas loin de cette personne-là. Ouais. C'est quelque chose. Ils ont fait en tout cas, ça a mis de la vie sur le site. C'est toute la partie des ruines comme telle, puis ça nous amène tranquillement à un autre travail que tu as fait que je considère qui est très important, dont on voit la première photographie ici, qui est le travail sur le marché aux puces. C'est l'exposition que j'ai vue de toi l'année dernière à Shawinigan. Oui, ça a été présenté en novembre. J'ai beaucoup apprécié, puis j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est une approche profondément humaniste, c'est clair. On sent beaucoup les influences, on sent beaucoup d'où tu viens photographiquement.
parlant dans ça. Alors, la parole est à toi. OK, regarde, moi, j'ai pris ma retraite en février 2018. Puis du jour au lendemain, je suis revenu vraiment à une pratique, puis une préoccupation, puis une réflexion en photographie. Et puis, le marché aux puces de Shawinigan, c'en est un que je connaissais déjà, mais j'y retourne parce que j'étais attiré par son environnement industriel, parce qu'il était l'usine Dupont a fermé dans les débuts des années 80. Et puis le marché aux puces s'est installé dans ces bâtiments-là il y a environ 34-35 ans. Et puis là, je suis allé pour commencer en... C'est le bâtiment qui m'intéressait au début. Et puis là, tranquillement, j'ai regardé les objets, puis ça m'attirait. Puis là, ben, t'as beau être discret, à un moment donné, il faut que je demande des permissions. Ça fait que j'ai commencé à jaser avec les gens qui vendent dans le marché aux puces. Puis ben, j'ai découvert des gens qui avaient une histoire, qui étaient passionnés, puis qui étaient intéressés à mon projet. Et puis, là, on me donnait la permission d'aller plus loin, fouiller dans les affaires, puis pour faire ma photographie. Et puis, là, je me suis aperçu que c'était un monde qui était particulier. Et puis, c'est ce que j'ai voulu démontrer par mes images, par l'ensemble des images. Et puis, je l'ai intitulé « Est-ce que le marché aux puces a-t-il une âme? » Si on peut retourner un petit peu au début de la première photo. OK. Pour parler des gens un peu, comme lui, c'est le doyen dans le marché aux puces, c'est un antiquaire, Corrad, qui s'appelle. Et puis, fait 32 ans, pratiquement depuis la première journée qu'il est au marché aux puces. Un monsieur de 92 ans. Solide, et puis, mais quand même 32 ans au marché aux puces. Si on regarde la suivante. Cécile. Cécile, elle, pendant ma période d'exposition, la deuxième semaine, elle a fêté ses 96 ans. C'est une dame qui est veuve, sans enfant, qui est seule. Et puis, les dimanches au marché aux puces, c'est quelque chose d'important pour elle. Puis, si on peut remarquer, elle arrive, elle s'installe, elle s'assoit là, elle est, comme je dirais, imbriquée dans son kiosque. Et puis, elle passe la journée comme ça. Gentille dame. Sans avoir pris le temps de créer un contact avec les gens, parce que tu en parles comme si tu les connaissais beaucoup. Bien, c'est que ces gens-là, il a fallu que, d'une part, je les aborde pour qu'ils me permettent de rôder dans leurs affaires puis faire de la photo. Puis ces gens-là, ils se sont intéressés à mon projet. Ça fait qu'on a établi des contacts et puis une certaine amitié. Et puis quand je vais au marché aux puces aujourd'hui, j'avoue que j'ai un gros social là maintenant. Et puis comme Cécile, elle, je disais, maintenant, je vous le promets, à chaque fois que je viens ici, je m'en viens vous voir, puis je m'en viens vous dire bonjour. Et puis, Maurice. Comment tu as été accueilli initialement, Guy, pour faire ce travail photographique-là? De leur part, est-ce que tu leur as dit ce que tu faisais, ce que tu voulais, ce que tu voulais que ce soit, ou est-ce que c'était défini à l'avance? Ben, au départ, c'était pour photographier les objets, avant que mon projet se définisse. En général, j'ai eu peut-être juste 2 refus là, de photographie, mais tout le monde était il s'intéresse à nos affaires. Tu sais, il était en tout cas, ils ont cru à mon projet. Puis à chaque fois que j'y revoyais, on s'informait où t'es rendu, puis ça avance-tu, puis si ça sort en livre, j'en veux un, je t'en prends un tout de suite. Mais ces gens-là ont vu n'importe quoi. Ce que je trouve le fun aujourd'hui, moi, mes photos, je les transfère dans mon cellulaire. Et puis le fait quand on aborde quelqu'un, en montrant des images, mais ça montre notre sérieux, notre respect. Et puis, les gens embarquent. Lui, Maurice, ça a pris 1 an
avant qu'il accepte que je le pose. C'était rendu comme un running gag entre nous autres. À chaque fois qu'on se voyait, il disait non, non, pas de photo, pas de photo. Quand j'ai arrêté d'y en parler, c'est lui qui est venu me voir et dit hein, tu me demandes plus, tu veux plus me poser? Ben oui, Maurice, je veux te poser. Puis c'est quelqu'un de bien sympathique. J'ai posé dans ces chaises qui étaient à vendre. Fait que, dans les faits, tu as créé le besoin en prenant une distance face à lui, un peu. Une distance sympathique, mais une distance. Oui, mais je pense que ça l'amusait un petit peu qu'on avait cette relation-là, tu sais, de moi qui ai le goût de le poser, puis lui qui aime se faire prier quelque part. Là. Et puis, c'est devenu un bon ami, ça. On a développé de quoi de le fun ensemble. Ce qu'on sent dans ton travail, Guy, c'est que c'est pas juste un travail de snapshot. Tu as pris le temps d'entrer en relation avec les gens, de leur expliquer, de leur dire, et que Absolument. tu travailles sur une période assez longue. Oui, oui, absolument. Puis, c'est du portrait que je faisais. Fait que je devais avoir un certain contact avec la personne. Et puis, dans mon projet, ils en deviennent des personnages, si tu veux. Comme lui, Pierre, lui, il anime son kiosque avec sa guitare, puis il chante. Et puis, en arrière, l'harmonica, c'est quelqu'un d'un autre table qui a amené son instrument puis qui est venu le rejoindre pour la compagnie. C'était fort sympathique. Dans le temps de Noël, puis lui, dans la période de Noël, il se laisse pousser la barbe pour être plus thématique. Ça fonctionne. Oh oui, ça fonctionne. Il y a même des contrats de Père Noël. Ensuite, ouais, OK. Au niveau des objets, c'est que, comme celle-ci, dans un comptoir, dans une assiette, il y a 3 photos. Mais les deux du dessus qu'on peut vraiment définir. Et puis, ce que moi, je voyais de cette image-là, que j'ai intitulée Mai 1942, 44, 42, 42, c'est que première image, c'est un contingent de militaires canadiens qui sont rassemblés, probablement pour partir en mission. Et puis, l'autre image, c'est toute une femme seule, debout. Puis là, mais en associant ça, mais c'est l'histoire qui me vient en tête, c'est pendant qu'eux se préparent à aller faire la guerre, elle reste seule. Et puis, mais qu'ils reviennent, c'est pas sûr qu'ils reviennent tous. Et puis, est-ce qu'elle, si elle avait son conjoint, exemple, dans le groupe, se ramasse veuve ou elle va revoir son conjoint? Moi, ce que ça me dit dans une image comme ça, c'est le drame humain que la période de guerre, la Deuxième Guerre, a pu faire vivre à beaucoup de familles. Il y a une idée derrière ta photographie qui me paraît évidente. Puis c'est pour ça que quand je te présentais tout à l'heure initialement, je parlais un peu de l'influence humaniste. Est-ce que je me trompe quand j'ai dit ça? Parce que je suis parti sur ça, mais je n'ai pas fait une étude approfondie de tout ce que tu as pu faire, mais ça me paraissait évident. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Là. On vit avec du monde, puis plein de gens qui vivent des choses, puis on ressent des choses, c'est ce que j'essaie de démontrer. Comme celle-ci, c'est une photo c'est une carte de visite, en fait, de J.E. Livernois, les Livernois de Québec qui ont été installés sur la rue Saint-Jean. C'est 3 générations de photographes. Et puis, à la deuxième moitié du 20e siècle, ce qui était très populaire, c'est des cartes de visite. Et elles étaient signées dans le bas par le photographe. Celle-ci, elle est signée J.E. Livernois. Et puis, en passant, les images que je présente ou que je faisais, c'est très rare que j'intervenais pour bouger quelque chose. Je prenais une image de ce qui était présenté.
Et puis au marché aux puces, là, ce on peut avoir un peu partout, c'est des reliques religieuses. À cette heure, on sort la religion de partout. Fait que plein de monde a plein de choses à vendre, que ce soit une peinture, une photo, une sculpture, peu importe. Tout le monde en avait à vendre. Et puis j'avais plusieurs belles images que j'avais le goût de mettre dans l'exposition, puis je ne savais pas comment le présenter. Et puis est venue l'idée de présenter 10 images de reliques religieuses, mais sous forme de croix, comme ça. Alors ça, c'est une partie de ton installation lors de ton exposition à Shawinigan l'année dernière. Oui, absolument. Absolument. Et puis ça a été... ça a fait jaser beaucoup. Juste cette petite présentation-là en forme de croix. Et puis d'ailleurs, ce qui était le fun pendant l'exposition, j'ai eu des ateliers à donner à des enfants du primaire. J'en ai eu 17 que j'ai fait. Ça allait de la maternelle à la 6e année, l'école régulière, des écoles particulières ou l'école à la maison. Puis c'est tous des groupes que je recevais, puis on parlait de l'exposition du marché aux puces. C'était très, très, très enrichissant. C'était le fun. Et tout ça nous amène à une autre petite série, une autre petite série est peut-être une grande série, mais un autre travail comme tel que tu as fait, puis que ça m'a fait bien sourire, que tu as intitulé Errance. Ou l'errance. Oui, ben oui, ben oui. Avec toute la référence que ça pouvait faire à une partie de mon travail, fait que j'ai trouvé ça sympathique. Parce qu'il faut dire que Daniel a un livre qui est sorti qui s'appelle Errance. Oui, mais ça, François, tu sais que c'était pas nécessaire de le nommer parce que c'est internationalement connu. Okay. On pousse un peu. Ça fait de la pub. mais ça faisait beaucoup sourire. Fait que c'est toute l'approche photographique qui se fait finalement au fil des jours, puis quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, oui. Et ça, j'appelle ça errance parce que c'est... on touche un peu à différentes affaires en photographie, en tout cas moi pour ma part. Et puis, je me promène beaucoup à différents endroits, puis que ce soit en vacances ou peu importe. Puis, on est témoin de ce qu'on voit, puis on recueille des images. Et puis, moi, je les intitule, soit Errance à Shawinigan, Errance à Montréal, Errance en hiver, peu importe. Et puis, mais des fois, c'est des rencontres. Comme cette dame-là qui monte la côte, je venais juste de la croiser, jaser un peu avec. Et puis, cette dame-là, qui m'a paru très, très triste, avec un passé difficile, du bœuf depuis 17 ans. Tous les jours, elle monte la côte pour aller dîner au restaurant du coin de la rue. Et puis, qui était fatiguée de la vie. Et puis, une femme triste. Et puis, quand on s'est laissé, elle continue à monter la côte, mais je me suis reviré, hey, ça m'a donné une belle image avec son parapluie pour une journée de pluie. Ouais. On peut passer à d'autres. Oui, c'est justement à Montréal. À force avec toutes les années, les genres d'images que je vais chercher comme ça, il y a comme des thèmes récurrents qui reviennent, des choses qui nous attirent notre œil, puis qu'on a le goût d'explorer, dont l'itinérance. J'ai beaucoup d'images là-dessus. Et puis, comme celle-ci, c'est itinérant, avec une jeune femme qui passe à côté. C'est deux mondes complètement différents. Les contrastes t'attirent? Pardon? Est-ce que on peut considérer que les contrastes t'attirent? C'est quelque chose qui est attirant, les contrastes sociaux ou autres? Là, dans celle-ci, on voit dans l'image qu'il y a deux mondes différents par les deux personnes qui sont là. Mais des fois, c'est juste... il aurait pu être seul, puis on voit qu'il
qui appartient dans l'itinérance, c'est un monde particulier. Oui, mais celle-là, on voit le contraste entre les deux mondes. Oui. Puis celle-ci, c'est une jeune mère de famille fière avec son enfant. Ça m'a paru une belle image humaine. On peut continuer? Ouais. Oui. Parfois, mais c'est des gens qui comment je dirais ça? Qui nous permettent bon, je ne sais pas trop comment l'expliquer, là, mais ça m'a paru une belle image. Sourire quand on regarde l'image. C'est une image qui nous fait un peu sourire. L'image Oui, parle... c'est ça. J'ai hésité à mettre les... C'est ça, Pardon? J'ai dit l'image parle... J'hésitais à mettre un peu. Oui. Oui, parce que nécessairement, c'est quelque chose qui fait sourire parce que ce sont des gens qui sont très sympathiques dans ça, de par leur surprise au niveau de la photographie, je pense, au niveau de la prise de vue comme telle, puis de par leur particularité. Exactement. Je ne savais pas trop comment donner le qualificatif, mais c'est ça. C'est des personnes particulières. Et puis, je pense que ça a fait une belle image. Oui, définitivement. Puis des images que je considère que c'est un type d'image qu'on ne voit pas suffisamment à cause de la réalité que représente aujourd'hui la photographie publique. Oui, absolument. Je vais nommer photographie de rue parce que je pense qu'on parle plus de photographie publique, de photographie d'espace public. Puis je considère qu'aujourd'hui, ça prend, je ne sais pas si c'est du courage ou de la folie pour continuer à les faire, ces images-là, mais que je considère pour ma part essentielle. Là. Fait que félicitations pour continuer à les faire, tout comme celle-là. On avait un commentaire de Gaétan Cormier qui nous écrivait et qui disait que la photographie précédente, c'est une image très colorée, malgré le noir et blanc. Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire de la photo de rue, d'être à l'aise pour le faire. C'est dommage parce que quand on regarde des travaux comme celle qu'on a découvert, Viviane Meilleur, elle témoigne de son temps, de la période de quand elle a fait ses photos. Il y a des choses qui restent et qui nous enseignent. Fait que si on n'a plus le droit de le faire, c'est quoi qu'on va laisser aux générations qui viennent? Bien, pour tous les photographes documentaires, pour tous les photographes de rue qui, dans les faits, sont des photographes documentaires sociaux, c'est un peu la même chose où on continue à faire des choses qui sont vraies, qu'on croit qu'elles sont vraies, ou on fait semblant. Mais là, quand on se met à faire semblant, on est peut-être, je ne crois pas qu'on soit encore photographe, on devient des illustrateurs. Mais c'est une opinion très personnelle, mais bon, je peux me le permettre. Le fait de ne plus pouvoir faire autant d'images de façon aisée sur la rue, je pense qu'on est tous grands perdants. Là. Puis ça se faut aussi c'est sûr que je voyais la vitrine, puis je savais bien que quelqu'un n'était pas passé. Puis c'est un petit peu un clin d'œil aussi à une série d'images de Douaneau. Il était à l'intérieur d'un commerce, puis une certaine peinture dans la vitrine, puis il photographiait les gens qui regardaient la vitrine à l'extérieur. On peut passer à la suivante. OK, c'est vraiment sur le vif. Puis ce que j'aimais de cette image-là, c'est que sur la boîte, on voit une flèche en forme de sourire. Fait que ça m'a paru une petite photo joyeuse, comme photo de rue.
OK. Puis dans mes... Tu varier un peu la couleur et le noir et blanc. Hein? Souvent, les gens se dédient à la couleur ou au noir et blanc. Tu te promènes un peu entre les deux. Oui, c'est ça. J'étais hésitant à prendre juste une tangente. Non, je trouve que si l'image mérite d'être en couleur, je suis très à l'aise à les faire en couleur. Comme le côté un petit peu paysage urbain de Montréal, mais ceux-ci, je les ai faits en couleur. Parce que je trouvais que c'était un plus pour ces images-là, que j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est à Montréal. Et on arrive aux séquences un peu. Hein? Tu racontes un peu une histoire dans tes séquences photographiques. Oui, je pense que des fois, comme ceci, c'est une rencontre d'une dame qui nourrissait les pigeons. Une image, ça explique quelque chose, mais faire l'exercice en 6 images, raconter une histoire. Je l'ai appelé Histoire de pigeons. On voit la dame qui nourrit les pigeons. Il y a 4 images qu'elle y apparaît. Et puis après, ben, les pigeons tout seuls. Ensuite, la dernière, c'est avec une autre personne qui a pris la place là, parmi les pigeons. J'aime beaucoup faire ça. Maintenant, c'est cet hiver à Montréal. Comme exercice, reste immobile à ma place et je photographie les gens qui passent. Anonymes. Puis les gens ne font que passer. Puis naïvement, j'ai écrit un petit texte là, pour accompagner la série d'images. C'est un exercice que j'aime bien faire. C'est un autre aspect de ton travail. Puis le dernier qu'on va avoir l'occasion de voir un peu, c'est qu'on arrive au temps de la COVID. Du COVID ou de la COVID, selon comment les gens le disent. Et avec tout ce que ça représente de réflexion derrière ça. Puis je sais que les quelques prochaines images, les 6 prochaines images que tu nous présentes, sont inspirées de cette période-là. Oui. C'est que on peut voir la pandémie, on peut sur différents aspects. Mais moi, j'ai décidé de le faire avec comment je dirais ça, les impacts collatéraux du COVID, qui est les fermetures de commerce. Et puis, j'ai fait une série en photographiant l'intérieur des commerces en m'approchant de la vitrine. Et puis, j'en ai au moins une avec mon reflet dans la vitrine. C'était un restaurant. Maintenant, ici, un salon de coiffeur. Puis ce qui est comique quand même, parce qu'on parle de distanciation sociale. Si on regarde dans le tiers gauche, en haut, on voit dans le reflet un regroupement de personnes qui nécessairement ne sont pas à 2 mètres, ce qui est prescrit, mais ça faisait un bel ensemble là, avec l'intérieur du salon de coiffure. Est-ce que ces photos-là vont être publiées? Si on regarde d'autres. Je pense que tu me dis que c'était pour être un projet qui s'en vient bientôt. Oui, ça, c'est à l'invitation de Robert Hébert avec les éditions Cayenne, qui invitait les photographes s'ils voulaient travailler sur le thème du COVID-19. Et puis, moi, j'y ai soumis mes images et puis ils ont accepté pour la publication du livre qui devrait arriver à l'automne. Question? Pardon? Une question? Vas-y, Gilles. Oui, Gilles. Tu disais que tu as gardé des appareils de tes grands-parents. Est-ce que tu as gardé des photos qu'eux ont prises? De quoi as-tu hérité de tes grands-parents? J'ai des images comme j'en ai 2, sur plaque.
genre mes arrière-grands-parents, des vieilles images. J'ai des images comme mes grands-parents paternels quand ils se sont mariés. C'est des images colorées à la main. Et puis tout le legs photographique familial, c'est moi qui vais en hériter là, lorsque va venir le jour du partage du legs familial. D'ailleurs, ma mère quand elle était fille, elle travaillait dans un studio de photographie. Ça fait qu'elle a documenté beaucoup cette période-là de quand elle était jeune. Mais oui, OK. les appareils que j'ai conservés de la famille, c'est précieux. OK. Maintenant, c'est d'autres intérieurs. Là. Oui. Ça, c'est un restaurant-bar, là, son intérieur. Oui. La suivante. Chez une couturière. Toujours ça, pris. Oui, c'était vraiment, tu as documenté à ce moment-là de façon, je cherche mes mots, mais tu as vraiment documenté un peu le vide ou tout le fait que le temps s'est arrêté ou certaines activités plutôt se sont arrêtées pour un temps. C'est ce qu'on sent dans ces photographies-là. C'est des commerces. Ouais. C'est des commerces qu'on a mis sur pause. Puis on sait très bien que lorsque ça va démarrer, il y en a peut-être de ceux que j'ai photographiés qu'on ne reverra pas. Parce qu'il y en a qui pouvaient être fragiles économiquement, peut-être fragiles avant, mais que le passage de cet arrêt-là, il y en a qui vont avoir la difficulté à revenir. Puis toutes ces images-là ont été prises à Shawinigan, qui déjà n'était pas qui peut avoir de la difficulté déjà. C'est une période pas facile qu'on vit. On sent, Guy, dans ton travail, dans l'ensemble, que derrière toutes tes photographies, il y a une préoccupation évidente pour les êtres humains. Puis quand ta préoccupation est économique aussi, elle l'est beaucoup en lien avec ce que les humains autour de toi peuvent vivre. On sent beaucoup de sensibilité en ce sens-là, dans ton travail. Puis ça semble être un moteur. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai une petite question. On le voit dans le travail des Oui, gens. absolument. Ouais, j'ai une petite question pour toi, François. Guy. Est-ce que tu travailles beaucoup, est-ce que tu fais beaucoup de projets? On dirait que tu travailles sur des projets comme des thèmes. Est-ce que tu travailles beaucoup comme ça? Tu choisis un thème, tu travailles, tu développes? Ou c'est à un moment donné, tu te rends compte que tu as un paquet de photos de la même chose, fait que tu vas faire comme un... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Dans les années 80, je fonctionnais un petit peu de façon aléatoire, mais aussi par projet. Et puis, ma vie photographique a été mise un petit peu en veilleuse une vingtaine d'années pour différentes raisons, travail, famille, tout ça. Et puis, tout en faisant des photos, mais sans être structuré. Mais en revenant à la photographie à temps plein, oui, par le fait d'avoir un projet, je trouve que c'est un moteur, une motivation, quelque chose qui nous permet d'aller un peu plus loin dans la démarche. Mais tout en faisant là, comme les photos en errance, on se promène, on fait de la photo qui nous plaît, mais quand on les regarde dans l'ensemble, bien, il y a des choses qui reviennent et qui viennent thématiques. Si on te demandait tes plus grandes influences en photographie? Et il y en a. À mes débuts, c'était gros de la photo de nature. Les Ansel Adams. Ensuite, le côté un petit peu plus ésotérique, le Manor White. Mais
quand j'ai commencé à découvrir les photographes de rue, comme je mentionnais, Meyerowitz, Gary Winogrand. Oui. c'est des gens qui ont été, puis même dans la façon qu'ils travaillaient, puis tout récemment, comme je mentionnais tantôt, Viviane Meyer m'impressionne beaucoup. Je trouve que ces images là, de beauté, et puis quand personne ne les voyait, personne ne savait qu'elle faisait vraiment de la photo. C'est étonnant. C'est un joyau qu'on ignorait. Puis là, on sent encore l'humain derrière le photographe ou l'humain qui motive le photographe en toi. C'est Ouais. beaucoup ce qu'on sent. Et Guy, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Guy? C'est le temps de... Si vous avez-vous des questions pour Guy? Allez-y, vas-y, on te... Bien le bonjour, Guy. Merci pour ta présentation. Ça, comme je suis un gars de la région, Trois-Rivières, fait que disons que je connais bien mon petit Shawinigan. J'ai pas fait d'erreur? Non, pas vraiment, non. Justement, le marché aux puces, c'est vraiment une belle place. C'est vraiment une petite communauté de tous les vendeurs. Là, souvent, je vais, ben là, c'est sûr qu'avec le COVID, on ne peut plus y aller, mais c'est ça. Disons qu'il y a beaucoup de vendeurs qui viennent se voir et qui viennent se jaser. C'est bien intéressant. J'étais curieux, par contre, au sujet de la Belgo. Techniquement, on n'a comme pas trop le droit d'y aller. Je me demandais, tu y allais-tu, peut-être une demande, avais-tu demandé quelque chose en particulier ou tu y allais de ton gré? Non, j'ai aucune permission. Probablement parce que je ne voulais pas me faire dire non. Je n'ai pas demandé de permission. Et puis, les gens que je rencontrais, il y en a qui c'est déjà arrivé qui se sont fait prendre par la police, qui ont eu des amendes. Mais toutes les fois que je suis allé, je n'ai jamais eu de problème. Puis, quand tu vois il y en a qui allaient là, ils rentraient avec le véhicule, avec une torche pour couper du métal. C'était pas discret, là. Mais non, j'ai pas demandé de permission, mais j'ai comme eu l'impression qu'à un moment donné, c'est devenu un no man's land. C'était les barrières ouvertes, c'est quand même évitant de rentrer. Mais c'était dangereux, il fallait faire attention. Puis aujourd'hui encore, ça l'est encore plus. Et puis c'est encore d'actualité. C'est même pas fini d'être démantelé encore. Il y a des briques qui tombent de ces autos. En parlant d'actualité, Guy, aujourd'hui, on a eu une petite discussion, je ne sais pas si tu te rappelles, de réseaux sociaux, d'Instagram et machin. Là. Oui. Puis c'est pour ça que j'ai posé les questions ce soir sur le sondage. Peut-être un petit sondage, une petite question. Fait que les questions que je posais, la première, c'était « Utilisez-vous les réseaux sociaux pour faire connaître votre photographie? » Bien, 6 personnes ont dit oui, une personne a dit non. On ne dira pas c'est qui a dit non. On nomme pas de nom ici. Mais donc, plusieurs personnes utilisent les réseaux sociaux pour faire connaître leur photographie. Si oui, quel réseau utilisez-vous? Alors, Facebook à 86 % Instagram 86 % Flickr 43 % YouTube 29 % Autres 29 % J'aimerais ça savoir, autre, qui a dit autre et quel réseau utilise-t-il? Bruno, rapidement? Oui, c'est quoi? Excuse-moi, je me suis démuté. Reddit. Reddit, ouais, une petite communauté, je me consacre principalement à l'argentique. Fait que, on a une communauté qui s'appelle Analog, qui fait justement de la photo uniquement argentique. Excellent. Puis l'autre. Et moi, je publie sur l'homographie aussi. Oui, l'homographie, qui est un site dédié à l'homographie. Pensez-vous que des réseaux tels qu'Instagram dévalorisent la photographie? Alors, 14 %, une personne dit oui et 86 % disent non. Écoutez-vous des vidéos sur YouTube sur la photographie? Alors, 71 % oui. Un dit non, puis un dit seulement les pubs de TVA de 1980. C'est bon.
Puis, avez-vous peur de faire voler vos photos sur Internet? Alors, 14%, une personne dit oui, puis 4 disent non, puis 2 disent je me fais voler de toute façon tous les jours par le gouvernement. Ben ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est des chiffres quand même intéressants parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ont peur de se faire voler les photos sur Internet. Mais je peux vous dire, on pourrait peut-être en parler dans une autre émission. Il y a de plus en plus de logiciels aussi qui vous permettent de traquer vos photos sur Internet et de savoir si quelqu'un a volé vos photos d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est la fin de notre émission. J'aimerais remercier beaucoup Guy d'avoir participé. Monsieur Daniel. Un grand merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine. La semaine prochaine, François? Oui, la semaine prochaine, on est supposé d'avoir Martin Tremblay, photographe à la presse. Très bon photographe à la presse qui est tout le temps à gauche, à droite, en train de faire toutes sortes de photos reportages. Fait que j'essaie de mettre la main dessus. Il me dit oui, puis j'espère qu'il va être là pour pouvoir nous parler là, de son travail parce qu'il est très, très actif ces temps-ci là, avec tout ce qui se passe de la COVID. Puis je pense que ça va être très intéressant de parler avec Martin. Voilà. C'est quelque chose de particulier parce que c'est de la photographie, c'est très actuel, c'est une photographie d'actualité qui va devenir nécessairement qui va devenir une banque d'images à caractère documentaire extrêmement importante qui va prendre une valeur historique aussi au fil du temps. Alors, d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain comme ça, moi, je trouve que c'est réellement intéressant. Fait que jeudi prochain, puis merci d'être là avec la belle température et tout ça qui peut nous amener à l'extérieur et facilement, il y en a plusieurs qui sont toujours fidèles au rendez-vous et on l'apprécie énormément. Oui, merci beaucoup. Puis n'oubliez pas, si vous avez des commentaires ou des trucs, envoyez-moi-les, puis on va essayer de s'améliorer à chaque semaine. C'est ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Ouais.